Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. Je pense que nous n'avons jamais vraiment essayé la répression. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! Ah, la police, c'est quelque chose, hein. C'est même plus que ça. C'est beau, c'est chic, c'est choc, c'est bien français. Qu'est-ce qui se passe ici? On est au fan club de Darmanul? Il va bien se passer, madame. Il va bien se passer. La dernière fois, on vous a demandé quel ministère vous vouliez qu'on aborde. Et comme vous aviez massivement choisi le ministère de l'Éducation nationale, on a décidé de parler du ministère de l'Intérieur. Nous ne pouvons pas choisir l'immobilisme pour ce programme, mais votre colère, je ne peux y être sourd. N'hésitez pas à l'exprimer en commentaire. Et donc du coup, à quoi ça sert le ministère de l'Intérieur? Comment ça fonctionne? Et est-ce que c'est parce que le peuple a ses raisons qu'on retrouve toujours à sa tête une espèce de... Comme tous les ministères, l'Intérieur a deux grandes missions. Gérer son département ministériel et conduire la politique de la nation dans son domaine. Ok? Et c'est pas la même chose? Et non, ce sont deux choses différentes, mais comme on le verra, complémentaires. Quand un ministre gère son département ministériel, il s'occupe essentiellement de son administration, les ordres qu'il donne à ses fonctionnaires, les concours, les recrutements, les décrets et arrêtés qu'il prend pour organiser ses services. D'un autre côté, il définit la politique nationale dans son domaine en proposant des textes de loi au Parlement qu'il peut compléter avec d'autres décrets et arrêtés. Donc pour résumer, d'un côté il gère des fonctionnaires, de l'autre il propose des textes. On pourrait croire que le département ministériel de l'Intérieur c'est assez simple, mais en réalité, c'est un gros ministère avec des missions très diverses. On connaît bien la police, la gendarmerie, le contrôle de l'immigration, etc. Mais on peut vite oublier qu'il est aussi chargé des cultes, de l'outre-mer, de l'organisation territoriale de l'État et des libertés publiques. L'Intérieur s'occupe des libertés publiques? Mais il les séquestre, c'est pour ça qu'on les voit plus. C'est directement de lui que dépendent les préfets, qui représentent l'État et le gouvernement sur le territoire. Ceux qui font honte à toute la nation quand il faut organiser un simple match au Stade de France. C'est une blessure pour moi, car l'amour de la patrie et l'honneur du drapeau comptent plus que tout. Le ministère de l'Intérieur, c'est un truc immense. Alors on va prendre les choses par petits bouts, comme disait Taubira. Puisque c'est par petits bouts que vous êtes amenés. Il y a trois grands trucs que le ministère de l'Intérieur fait. Tout ce qui concerne la répression, tout ce qui concerne la sécurité et tout ce qui concerne l'administration publique. Entre répression et sécurité, beau fafafaf. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. Commençons par une des missions les plus obscures du ministère de l'Intérieur, la sécurité civile. C'est pas très compliqué, c'est tout ce qui concerne les risques physiques non volontaires. Les trucs naturels, les immeubles qui s'effondrent, les incendies, etc. Mais le ministère de l'Intérieur est aussi plus largement chargé de surveiller l'administration des collectivités locales. La France est, depuis les lois de fer de 1982, un État décentralisé. Nous élisons nos conseils municipaux, généraux et régionaux qui disposent d'une assez large autonomie politique et financière. Ah oui, c'est pour ça qu'à Montpellier, il y a des dispositifs anti-sans-abri pendant qu'à Strasbourg, les transports publics sont gratuits pour les mineurs. Oui, on n'a pas les mêmes sens des priorités. Alors on laisse pas mal de liberté aux collectivités locales pour faire ce qu'elles veulent, mais la France reste un pays unitaire et on exige malgré tout une certaine cohérence territoriale. On n'accepterait pas qu'un acte soit illégal dans un coin et légal dans l'autre, comme aux États-Unis. Genre tirer sur quelqu'un dans les bois avec un fusil, ça s'appelle un accident de chasse, mais si tu fais la même chose en ville, c'est un homicide. Et personne pour parler de territoire perdu de la République là, hein. Eh bien, justement, pour éviter que les collectivités locales fassent un peu tout et n'importe quoi, les préfets sont chargés de contrôler la bonne application des lois sur tout le territoire et vérifient que les collectivités locales n'en font pas qu'à leur tête. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Comme la réforme de la décentralisation a été faite par la gauche, on s'est assuré que le préfet ne puisse pas décider tout seul dans son bureau d'annuler les décisions d'une ville qui ne lui plairait pas. Il transmet ses décisions au juge administratif qui, lui seul, peut annuler, suspendre ou abroger les actes des collectivités territoriales. Oui, quand même, on n'est pas hyper fort en démocratie, mais le gouvernement ne peut pas cancel une ville tout seul, il faut un juge dans l'équation. Parallèlement à toutes ces joyeusetés, c'est ce même ministère qui s'occupe de la mise en œuvre des élections. Les élections libres, organisées par le ministère de la Police, c'est tout un genre. Pas mal, non? C'est français. C'est ce ministère qui fait les listes électorales, fixe l'ouverture des scrutins et s'occupe de la réalisation concrète de l'élection elle-même. C'est aussi lui qui fixe les nuances politiques dans les comptes rendus synthétiques des élections. Ah oui, le truc qui a servi à faire croire que la NUPES était derrière les macronistes. Malinx, le lynx. À part ça, le ministre de l'Intérieur est surtout chargé d'organiser et contrôler la répression sur le territoire. C'est sous son autorité que sont placés les gendarmes et les policiers.
Hiérarchiquement, la police et la gendarmerie sont soumises au ministre de l'Intérieur. C'est à lui que répondent les rangs successifs d'officiers, sous-directeurs et directeurs. C'est lui qui les nomme, les vire, leur donne des instructions, vérifie que tout soit fait comme il veut, etc. Quand il s'agit de prévenir des troubles à l'ordre public ou d'exercer des fonctions administratives, les forces de l'ordre restent sous le contrôle hiérarchique du ministre de l'Intérieur. Par exemple, officiellement, en manifestation, les flics agissent sous l'autorité des préfets et suivent les schémas de maintien de l'ordre fabriqués par les idéologues du ministère de l'Intérieur. En revanche, pour la plupart des choses qu'on voit à la télé, pour les enquêtes sur les meurtres, les agressions, tout ça, c'est plus compliqué parce qu'ils agissent sous le contrôle des magistrats. Pour mener à bien leurs enquêtes, il leur faut des autorisations spécifiques délivrées par ces magistrats. C'est ce qui rend la situation de la police aussi complexe et ses tensions avec la justice inévitables. D'un côté, la police doit satisfaire son ministre, faire du chiffre et réaliser ses politiques, ce qui lui rapporte des moyens et une protection politique. D'un autre côté, la police doit aussi faire avec les magistrats qui, eux, ont leur propre vie et système spécifique. Et il n'est pas dit que les objectifs du ministre et ceux des juges soient les mêmes. Ceci dit, les policiers ont toujours su tourner cette situation à leur avantage. Indispensables aux ministres pour qu'ils ne paraissent pas incompétents, ils le sont tout autant aux magistrats qui ne peuvent quasiment rien faire sans officier de police judiciaire. Cette double dépendance des autorités de tutelle a été la marque de fabrique de la police française. Quand les syndicats policiers n'ont pas ce qu'ils veulent, ils menacent de ne plus soutenir le gouvernement. Quand les juges s'intéressent aux crimes et délits de certains collègues, ils peuvent sortir dans la rue et accuser directement la justice d'être le principal problème de la police. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! C'est ce qui se passe de façon plus ou moins ouverte, plus ou moins larvée depuis les Gilets jaunes. Dès que le ministre fait mine d'esquisser le début d'une remise en cause, il menace de grève ou d'exercer leur droit de retrait. Lui, il est persuadé de faire le bien. Il est persuadé tous les jours de faire le bien. Et on parle de lui en mal, et son ministre lui a enfoncé la tête. Et il me dit, mais comment je m'en sors de ça, moi? Comment je m'en sors? Je lui ai dit, changer de travail. Quitter la fonction. Il y a d'autres métiers à faire. Il me dit, oui, mais j'ai ça chevillé au corps. Je vis pour mon travail. Je veux être policier. Je veux aller interpeller les gens. Je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent. Dès que la justice estime que les agissements délictueux, voire criminels de certains policiers sont bien des infractions, levée de bouclier, droit de retrait et arrêt maladie. Pour les 4 policiers mis en cause, 3 sont connus de la justice. David a été mis en cause dans l'affaire d'Angelina, une jeune fille au crâne fracassé par la police à Marseille en décembre 2018. Le tireur, Christophe, a été mis en cause pour des violences conjugales. Il a écopé d'un rappel à la loi et d'un stage de sensibilisation. Avec Boris, il est aussi poursuivi pour des violences policières commises en mai. Après de nombreuses lois de complaisance, comme celle sur la sécurité globale, celle anti-casseurs ou encore celle sur le séparatisme, les policiers et leurs syndicats règnent en maître dans la vie sociale française. Et ce n'est pas la première fois que ça s'est produit. Mais avant que je vous raconte cette anecdote cocasse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Blast et d'activer la cloche. En 1983, lorsque 2 policiers furent tués lors d'une opération de police pour arrêter des braqueurs, les syndicats de police avaient exigé la démission de Robert Badinter, le ministre de la Justice de l'époque. Tout était de sa faute, évidemment. Il avait supprimé la peine de mort et les tribunaux militaires spéciaux, des reliquats de la guerre d'Algérie. Tout ça, la police qui tuera Malik Oussekine ne pouvait pas le supporter. En 1983, la réponse du pouvoir à ces affronts ne se fit pas attendre. On fit limoger le directeur de la police nationale et démissionner le préfet de police de Paris. Quelques jours plus tard, le président Mitterrand prenait la parole à la télévision pour rappeler que la soumission des forces de police au pouvoir élu était un fondement essentiel de la démocratie, quoi qu'il en coûte. Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. Ah oui, il avait dit quoi, Macron, lui? Je comprends l'émotion qu'il y a aussi chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter l'état de droit pour tous. C'est pas la même énergie, c'est pas la même conviction, on le voit tout de suite. On voit donc comment la police nationale, à travers sa double appartenance administrative et judiciaire, arrive à exercer une puissante influence sur l'appareil d'État aujourd'hui. Cette influence se retrouve jusque dans le Parlement, où les ministres de l'Intérieur se font de plus en plus les porte-voix des revendications policières. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. Et c'est là où le ministère prend une importance supplémentaire. Comme nous sommes dans un régime parlementaire, le gouvernement existe activement au Parlement et propose des lois, gère l'ordre du jour et possède d'importants outils pour contraindre le vote des parlementaires ou faciliter leur position.
C'est le grand retour des 49.3. Le ministre de l'Intérieur est donc chargé de penser la politique nationale en matière de prévention et répression des infractions. Mais en plus, il dirige et organise les services qui s'en occupent. Le ministre de l'Intérieur se trouve ainsi dans une position privilégiée. Il obtient des avancées par la loi qu'il peut renforcer par ses instructions de service. Cette situation s'observe particulièrement dans la répression de la consommation des stupéfiants. Attention, cas pratique. Aujourd'hui, par la loi, si vous êtes pris par un policier en train de fumer un joint, avec sa petite tablette, il peut vous reconnaître coupable d'un délit sans jamais passer devant un juge, avec une amende forfaitaire entre 150 et 450 €, et tout ça porté au casier judiciaire. Et si votre casier n'est plus vierge, exit les concours de la fonction publique. Autrement dit, un flic tout seul peut bloquer votre carrière parce qu'il estime que vous avez tiré une latte sur un joint. Bonjour l'état de droit. Comme à chaque fois, en matière de stup, impossible d'avoir un débat rationnel en France. D'un côté, les juges et les policiers n'en peuvent plus de la répression des stupéfiants, les juges trouvent qu'on gâche leur temps et les flics trouvent que les juges ne punissent pas bien. Et de l'autre côté, impossible de légaliser. Alors que même Zemmour l'avait envisagé. Ah non, pas Zemmour. 39% des adolescents qui ont déjà fumé du cannabis à 17 ans. Donc vous voyez, c'est quand même des chiffres terrifiants. Donc vous voyez, ça ne marche pas. Il faut reconnaître, la répression ne marche pas. Et je me demande, vous voyez, j'en suis arrivé là, si on ne devrait pas organiser, c'est pour ça que ce rapport m'intéresse, la légalisation ordonnée du cannabis. J'avoue que j'en suis à me poser la question. Hein ? Quoi, pardon ? Bon, il a vite fait demi-tour, on se disait bien qu'une bonne idée, il ne pouvait pas physiquement la garder très longtemps. Finalement, après mûre réflexion, je suis contre. Je pense que nous n'avons jamais vraiment essayé la répression. Alors, Darmanin a trouvé la solution. Le cannabis reste interdit, mais on ne passe plus devant un juge, et ce sont les policiers qui décident seuls de constituer délinquants ceux qu'ils croisent dans la rue. Et pour contester, il faut d'abord payer l'amende. Ah, c'est pas mal comme système, ça. T'es innocent, tu payes, t'es coupable, tu payes. La Macronie, tu payes. Pas mal, non? C'est français. La défenseure des droits, Claire Hédon, a rendu un rapport accablant sur la question. Selon elle, cette procédure pose beaucoup de problèmes et tend à violer systémiquement les droits de la défense. Elle propose purement et simplement de supprimer cette amende délictuelle forfaitaire. Au lieu de proposer une véritable politique publique en matière de stupéfiants, notre ministre de l'Intérieur a fait du chiffre. C'est bon pour les primes, c'est bon pour l'avancement, c'est bon pour la com, mais question protection du public, encadrement des substances et santé publique, rien. La force du ministère de l'Intérieur réside donc dans cette triple rencontre du pouvoir de la répression, de son organisation administrative et de son influence législative. Pour un coup de com' sur une question sérieuse, les ministres de l'Intérieur ont toujours su jouer de la loi et de leur service pour maintenir le statu quo sur la moralité publique. Ils la laissent ainsi à l'appréciation des policiers, soutenus par un législateur défait et bienveillant. Aujourd'hui, par la masse policière chargée littéralement de nous policer, nous laissons à ces fonctionnaires hors de contrôle la charge de décider pour nous ce que la société estime bon ou mauvais, permis ou interdit. Un rassemblement pour sauver la planète ? Interdit ? Réprimé ? LBD ? Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Un rassemblement de policiers à la limite du séparatisme anti-justice ? Je comprends la souffrance et la difficulté de nos policiers. C'est important aussi pour être là en soutien à nos forces de sécurité intérieure, nos gardiens de la paix, et leur dire qu'avec eux, nous voulons nous battre pour qu'ils obtiennent plus de moyens pour faire assurer la sécurité dans nos quartiers, dans nos villes. Bon, on sait bien que les conditions de travail de nos forces de l'ordre ne sont ni enviables ni acceptables. Ceci dit, ça n'est pas et ce ne sera jamais une excuse pour abuser de la violence d'État en retour. Toutes ces positions conduisent à une seule chose, ne pas remettre en cause le système tel qu'il existe, le système carcéral. Dans ce système, la police sert à faire du chiffre, la prévention consistant surtout à menacer de réprimer. Et plutôt que de soigner les mal-êtres sociaux en accordant des ressources sociales suffisantes, le carcéral généralisé s'en remet à la répression et à la consommation pour garder les masses obéissantes et diverties. Si vous avez quelques pièces à donner à Blast pour que nous puissions continuer à produire un contenu indépendant des puissances de l'argent ou des puissances tout court, n'oubliez pas de faire un tour sur la page de soutien. Allez, je vous laisse avec une citation inspirante du genre « Ne trouvez pas naturel ce qui se produit sans cesse. Qu'en une telle époque de confusion sanglante, de désordre institué, d'arbitraire planifié, d'humanité déshumanisée, rien ne soit dit naturel afin que rien ne passe pour immuable. » Bertolt Brecht, l'exception est la règle.